fois qu'on enlève un masque, c'est ça? Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, depuis l'année dernière, c'était le programme, même notre envie de venir vous rejoindre ici à Nîmes. C'est un grand plaisir. Donc, peut-être on continue un peu plus avec nos présentations. Donc, si vous voulez bien, nos noms de famille, nous sommes bien tous les deux mariés, mais Marianne a gardé son nom de jeune fille. Donc, moi, c'est Mateus Fonseca Pereira, et Marianne, c'est Mariana Ehrhardt. Donc, on va vous parler un peu de ce mélange qui est le Brésil aujourd'hui, de cette mixité ethnique. Et bien sûr que moi, un peu espagnol, portugais encore comme mes racines, et Mariana, bien sûr, avec Ehrhardt, vous êtes sûr qu'elle vient d'Allemagne, avec même la peau plus foncée que la mienne. Donc, c'est comme ça le Brésil. Elle a bien plus proche ses racines européennes que moi. C'est ça le Brésil. Et ça, c'était comprouvé à un test ADN. On a fait... Et ça, c'était comprouvé, ça fait pas longtemps, ça fait 1 an, nous avons fait un test ADN pour voir nos racines. Et en fait, j'ai bien des racines africaines et européennes. Et Mateus, il est un peu mélangé, il y a même des Indiens dans Indien, sa famille. Brésilien, Voilà. oui, j'aime. Voilà. Donc, nous venons tous les deux du sud du Brésil. D'abord, on vous dit déjà que nous ne sommes pas des spécialistes sociologues, anthropologues et tout ça. Nous avons fait des études de théologie. C'est vrai que c'est une fac qui s'y penche beaucoup sur les études de sociologie, philosophie, psychologie, anthropologie aussi. Mais c'est un peu notre vécu et notre expérience par rapport à ce qu'on voit et qu'on a vécu au Brésil, qu'on va partager avec vous. Nous venons de l'église luthérienne. Donc nous avons fait notre rencontre à la fac de théologie à Curitiba et nous avons eu une expérience au ministère pastoral avant de venir en France, au sud du Brésil aussi encore. Et donc c'est à peu près ça. Donc on vous invite après, vous pouvez vous poser vos questions peut-être plutôt à la fin. Ouais, peut-être. Et donc c'est ça. Et à Lyon, on fait un travail avec les étudiants et jeunes professionnels en fait. On va vous parler un peu plus à la fin. Et nous avons des tracts matériels à vous laisser ici qui vous expliquent tout. Ok? Donc, pour continuer notre présentation, je vous dis, je suis née ici, à Florianópolis. C'est une île. Ici sont les 3 États au sud du Brésil. Donc, ça veut dire que pendant l'hiver, il fait froid. Ça peut sembler bizarre parce qu'on ne pense pas qu'au Brésil, il fait froid. Mais oui, il fait froid comme aujourd'hui et même plus que ça. Mateus, il est né ici, bien au sud. Une ville qui s'appelle Pelotas, et nous avons fait des études de théologie à Curitiba. En fait, l'église luthérienne au Brésil, elle a 3 facs de théologie. Tous les 3 sont situés au sud. Donc, il y a une fac de théologie à Porto Alegre, et nous avons des gens qui ont été déjà. Il y a une fac plus au nord de ma ville et à Curitiba. Donc, notre fac nous a formés comme des missionnaires. Notre formation est en mission urbaine. Au Brésil, à l'église luthérienne, les missionnaires, ils sont aussi ordonnés, ils ont aussi le travail comme des pasteurs. Donc, ils peuvent être des pasteurs dans une paroisse. Donc, il y a 4 ministères très connus à l'église luthérienne au Brésil: pasteur, missionnaire, catéchète et diacre. Oui. Encore des présentations? Non, vas-y. Ouais, voilà. Donc, je vais continuer à présenter un peu notre pays parce que je pense que pour parler d'être protestant au Brésil, d'abord, il faut connaître. Il faut connaître notre pays parce que notre pays, il est un grand pays. Il est énorme, même. Donc, ici, vous pouvez voir que c'est possible dedans, dans notre pays, l'Europe, en fait. Si on enlève la Russie, tout est là. Tous les pays européens sont là, il y a encore la place. Il y a encore de Il y la a place. encore la place pour 2 Allemagnes, par exemple.
Donc tout cela pour vous dire que même pour nous, on ne connaît pas toutes les régions ou tous les États du Brésil. C'est très compliqué parce que nous n'avons pas de train comme vous en France. Vous avez ça et c'est super. Donc jusqu'ici c'est, par exemple, d'ici du sud jusqu'ici c'est 1000 kilomètres. Donc on parle de grandes distances. Donc c'est très compliqué de parler d'un pays si grand avec des cultures tellement différentes parce que si au sud il fait froid et au nord il fait jamais froid, ou 20 degrés il fait froid pour eux, ça vous dit que la culture elle est aussi différente. Donc même la musique, on n'entend pas les mêmes rythmes, les mêmes musiques au nord au sud. Il y a des choses, oui, nous avons énormément de choses en commun, mais il y a même des fruits qu'il y a ici qu'on ne connaît pas au sud, n'arrive jamais au sud. Donc, pour vous dire que nous ne sommes pas des spécialistes et nous ne connaissons pas non plus le pays tout entier. Donc, là on a déjà dit... Mais les informations là, c'est bien de lire pour moi. Il est le 5e pays plus grand du monde. Il y a une population de 212 millions d'habitants. C'est millions? Oui, millions. Et nous sommes 15 fois plus grands que la France, pour vous donner une idée. Ouais. Donc la France, elle a à peu près la taille soit de Bahia, soit de Minas Gerais. Ouais, cette taille-là. Ça va. Donc nous avons séparé aussi quelques dates importantes, parce qu'il faut aussi penser que notre pays il est très très jeune. Il a été découvert en 1500 par des Portugais. Ici. Donc nous avons 500 ans de... Il y a des peintures en France qui sont plus âgées que notre pays, on va dire en découverte, en développement. Et après, nous avons la date de 1822, la déclaration de l'indépendance. Ça a pris quelques temps. Donc, jusqu'ici, ou même jusqu'ici, notre pays était trop attaché au Portugal ou à l'Europe. Donc, il n'a pas trop développé. Et c'était à partir de la déclaration, ou même d'ici, de la déclaration de l'indépendance, pardon, il a commencé à se développer. Donc, était un pays jeune, pas trop développé. Et pendant ça, l'Europe était totalement déjà en développement, ou même plus que ça. Donc, la déclaration de la République, c'était 1889. Et après, des dates importantes. Une date qui est importante et que c'était triste, c'était pas très rigolo, c'était la dictature militaire. Il faut dire qu'on a vécu ça. Et c'est une période, c'est un épisode de notre histoire au Brésil qu'on connaît pas trop, parce que dans notre pays, ça a été beaucoup caché. Et même pourquoi aujourd'hui, si nous parlons avec quelques Brésiliens de notre âge, par exemple, ils vont dire qu'ils sont pour ça. Parce qu'ils n'ont pas des souvenirs, ils n'ont même pas d'histoire. Nous n'avons pas des informations. Et les informations que nous avons, qu'on sait que c'était une période où le pays a beaucoup développé, mais où il y a eu beaucoup de morts aussi, beaucoup d'interdictions, beaucoup de choses qui s'est passées. Donc nous n'avons pas ces mémoires. Parfois, en France, on peut discuter plus et avoir plus d'informations que dans notre propre pays. Et après, c'était la fin de la dictature. J'avais 5 ans, en 1985. Et après ça a beaucoup développé. Nous avons même parlé avec quelqu'un qui était au Brésil. Oui, qui a dit qu'il a vécu 4 ans après ça, et que c'était le chaos, mais qu'après, heureusement, le pays a réussi de se retrouver comme pays, vraiment, comme un pays, un grand pays économiquement, culturellement, mais aujourd'hui, ça a tout changé de nouveau. Un autre chapitre de notre histoire qui est très important de parler, c'était le temps des esclaves. Moi, je suis des origines des esclaves, bien sûr. Mais
nous ne connaissons pas trop nos origines. Les esclaves au Brésil, c'est comme une sorte de... C'est très compliqué aussi, très difficile de savoir d'où ils venaient. À cause de l'histoire, de mélange, parfois ils ont dû nouer leur origine, même religieuse. Ils pensaient jamais qu'ils allaient revenir en Afrique. Ils n'avaient pas d'espoir en fait. Et donc ça, c'était un épisode très compliqué de notre histoire et qui est très, 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 très présent jusqu'aujourd'hui. Même qu'on parle ça fait beaucoup de temps que le Brésil a déjà, comment dire? Vous avez interdit les Africains d'arriver au Brésil pour travailler comme esclaves en 1850. Ouais. Ça, c'était la première loi. Et la loi définitive d'abolition, c'était en 1088. Pardon, 1888. Oui, c'est ça. Et même après tout cela, aujourd'hui, il y a beaucoup d'inégalités entre les familles et les personnes des origines africaines. Il y a encore cette différence entre les blancs et, enfin, nous ne sommes pas spécialistes, mais je peux dire parce que je vis un peu. Donc, nous avons reçu à peu près 5 millions d'Africains au Brésil, et donc ça fait plus que tous les autres pays qui ont reçu d'esclaves ensemble. Et cette carte-là, elle est dans le mémoire de l'abolition de l'esclavage à Nantes. Donc il y a beaucoup d'informations qui sont très très touchantes là-bas. Ouais, là c'est possible de voir. Ici c'est la côte brésilienne, donc c'est possible de voir très clairement. Donc après nous avons ajouté, ça c'est vraiment très curieux, c'est des choses qu'on commence à découvrir plus quand on habite en France, qui vous avez aussi être important pour notre histoire. Et c'est assez touchant du côté protestant parce que déjà tout au début de la colonisation européenne et portugaise, il y a eu une petite colonie française dans la région de Rio de Janeiro, donc la baie de Guanabara, donc c'est la France antarctique à gauche là, il y a même une carte de l'époque, et où il y a eu des huguenots français qui ils sont partis bien sûr à cause déjà des guerres des religions, et ils ont réussi à faire une petite colonie pendant quelques années, déjà avec un contact avec les Indiens locaux, et malheureusement après ils ont été bien sûr chassés par les Portugais catholiques. Mais donc il se trouve que les tout premiers cultes protestants en Amérique, c'était au Brésil, dans la région de Rio de Janeiro, vers, je sais pas, 1555 ou 56, quand ils étaient déjà établis. Après, une autre chose qui est très 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 importante, et après on va développer plus par rapport au 19e siècle au Brésil, c'est l'arrivée du roi portugais, donc Dom Jean VI, et la famille royale au Brésil, à cause des guerres napoléoniennes. Parce qu'à l'époque, le royaume du Portugal avait un partenariat commercial avec la Grande-Bretagne. Et bien sûr, Napoléon voulait donc empêcher ça. Et en 1807, peut-être, la France avait envahi Portugal. Et donc le roi avait peur, bien sûr, ils ont décidé de s'échapper au Brésil. Et à ces moments-là, arrivé en 1808, le Rio de Janeiro est devenu la capitale du royaume de Portugal. Donc c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez vu au moment que Marianne a montré les diaporamas avec les dates historiques, qu'il y a un grand écart, qu'il n'y a pas des grandes choses très importantes entre 1500 et 1800. Pourquoi? Parce que les territoires brésiliens, si on compare avec Portugal, c'est vraiment tellement énorme que les Portugais, ils n'arrivaient pas à vraiment pouvoir développer les territoires à cause du manque des gens. Donc bien sûr, ils ont commencé à exploiter la terre, ils ont commencé à exploiter la nature. D'abord, le nom Brésil, il vient d'un arbre. Donc ils ont beaucoup exploité cet arbre pour faire des peintures, c'est ça, les peintures pour les tissus. Donc c'est un arbre qui donnait un
une tente rouge. Donc c'est de là que vient le nom, la couleur rouge qui vient de le nom Brésil. Et donc à partir de 1808, quand les rois arrivent, ils voient, bon, il faut développer des choses parce qu'ici il n'y a rien. Même la presse, les maisons de publication, elles étaient encore interdites au Brésil jusqu'à là. Et donc au niveau d'infrastructures des villes et tout ça, c'est bien sûr à partir de 1808 que les choses ont commencé à développer, donc grâce à Napoléon. Donc c'est assez bizarre, mais c'était comme ça pour l'histoire. Et voilà, donc on arrive au 19e siècle, les rois voient ces choses, ils disent, bon, pour développer, on ne peut pas simplement demander aux Portugais de venir au Brésil, il faut appeler les autres peuples. Et donc c'était comme ça qu'ils ont ouvert la possibilité des autres, surtout des Européens bien sûr, de venir au Brésil. Donc il y avait bien sûr plusieurs raisons. D'abord, il y avait toujours cette croyance qu'il fallait blanchir la société pour avoir une élite intellectuelle, donc des bêtises de l'époque bien sûr. Il y avait donc les fermes où les gens pouvaient travailler, parce qu'à cette époque en Europe, vous expérimentez la révolution industrielle. Et donc à ces moments-là, les gens ont commencé à trouver le chômage. Donc le chômage a commencé à grandir de plus en plus. Et pour ça, c'était donc il y avait cet espoir d'aller au nouveau continent pour développer, pouvoir avoir une nouvelle vie. Et donc à ces moments-là, donc plutôt les Allemands, Italiens, des Portugais, Açoriens aussi, que, surtout dans la région de la ville de Mariana sont arrivés, des Espagnols, donc après aussi des Ukrainiens, Polonais et tout ça. Donc c'était bien sûr à partir de cette époque au 19e siècle. Et déjà, seulement pour compléter, donc à partir du 20e siècle, nous avons commencé aussi à recevoir des orientaux. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez trouver aujourd'hui au Brésil. Donc un couple mélangé entre des gens des origines japonaises avec des Libanais. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quelques personnes dans le monde peuvent sembler à un Brésilien. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que les villes aussi, par exemple au sud du Brésil, ma mère elle habite dans une ville qui est typique allemande. Donc il y a même l'architecture allemande. Donc il y a Blumenau, une ville il y a même l'Oktoberfest au Brésil en octobre. Probablement ça c'est une photo d'Oktoberfest. Probablement, ça fait déjà des années. Donc il y a cette tradition aussi européenne qui reste encore au Brésil. J'ai déjà habité dans une ville typiquement italienne et je faisais des cours d'italien à l'école. Parce que c'était un cours à l'école publique parce que les enfants ils parlaient italien à la maison. Donc c'est très commun, au moins au sud, je sais pas trop ailleurs, mais il y a cette tradition, il y a pas mal de gens qui sont bilingues. Moi non, malheureusement ma mère, elle était un peu traumatisée de sa vie d'enfant parce que quand elle était enfant, elle a vécu un moment au Brésil où il était interdit de parler une autre langue que le portugais. Mais ma mère, elle a appris le portugais à l'école. Ma mère, elle parle allemand jusqu'aujourd'hui. Donc et sa famille parle allemand. Et donc c'est normal, mais pour nous, elle n'a pas voulu nous apprendre. Et on peut dire que peut-être le sud est la région où on garde plus ses racines plus proches de cette vague d'Européens. Donc pour ça, Marianne a parlé par exemple de Blumenau. Donc il y a plusieurs villes avec la culture germanique dans son état par exemple. Donc ça c'est vraiment, et ça c'est plus commun au sud. Oui, les gens se sont installés aussi au sud parce que le climat, il ressemble beaucoup au climat européen. Et bien sûr qu'à cette époque, avec cette ouverture pour les autres pays, les premiers protestants qui sont restés sur place sont arrivés. Donc ici, c'est pas les années d'établissement des églises, mais c'est quand les premiers groupes de cette origine, tradition chrétienne sont arrivés.
Donc d'abord, comme il y avait déjà cette partenariat entre Portugal et les Royaumes-Unis, donc c'était plus facile pour les Anglais anglicans qui sont arrivés. Donc après, les Allemands luthériens, des congrégationalistes qui sont ceux de tradition réformée, mais qui sont rassemblés aux fraternités d'église et pas aux unions officielles, ce qui valorise plus la liberté de chaque paroisse, par exemple. Donc après, les presbytériens américains, des baptistes, méthodistes, adventistes, donc tout au cours du 19e siècle. Et ça, c'est quelque chose de plus récent pour vous montrer. Déjà à gauche, il y a des chiffres officiels de dernier recensement de 2010. Donc bien sûr que celui de 2020, celui de 2020 n'a pas eu être lieu. Mais pour vous montrer, nous avons un sondage statistique qui a été réalisé en 2019 et donc on peut voir un peu la tendance qui a commencé à vraiment être une réalité à partir de la fin du XXe siècle. Donc on peut voir à gauche par exemple 64% de catholiques. Donc c'est ça qu'il faut se rappeler aussi, hein, le Brésil est encore les plus grands pays catholiques au monde. Et vous pouvez voir que la grosse majorité de la population s'est dit chrétien. Donc, soit chrétien catholique, chrétien et protestant. Donc après, on compare que si on arrive plus proche de nous aujourd'hui, donc cet sondage a été réalisé avec 3000 personnes. C'est vrai qu'auprès des 212 000, c'est presque rien, mais ça déjà montre quelque chose parce que ça a été réalisé autour du pays tout entier. Ouais, il faut penser que les catholiques, ils sont vraiment la majorité au Brésil parce que dès le départ, dès la colonisation, ils ont fait vraiment un travail d'évangélisation, on va dire, avec les jésuites, qui était très fort, même auprès des Indiens et des esclaves aussi. Donc, c'est pour ça que toujours au Brésil était appelé ou était considéré majoritairement catholique. Parce que les Portugais, ils ont fait dès le départ un gros travail d'évangélisation. Sinon, avec le développement du pays, il y a des gens qui n'étaient pas des pratiquants, mais qui viennent de familles catholiques, donc beaucoup de gens qui se disent catholiques aujourd'hui. Et l'histoire nous dit que cette évangélisation, elle était beaucoup liée à la domination, en fait. C'était pas trop le choix des gens de maintenir sa religion ou ses croyances. Était un peu imposé aux gens à l'époque. Et bon, seulement pour peut-être finir cette partie-là, non, et on va vous expliquer un peu plus, mais quand on parle donc des protestants, c'est en fait toute la population chrétienne non catholique. Donc au Brésil, on fait pas cette distinction comme nous avons plus ici en France entre les protestants plus historiques, comme les luthériens et les réformés, et les autres évangéliques qui sont venus après. Pour nous, au Brésil, on utilise les termes évangéliques, donc on parle de tous les protestants évangéliques, tous ensemble. Donc on va vous parler un peu plus de ça. Donc, avec ce mélange aussi de cultures que nous avons dans notre pays, il y a aussi un gros mélange de religion ou de pensée religieuse. Pensée religieuse, ouais. Donc, on parle beaucoup de syncrétisme au Brésil parce que c'est très difficile, c'est même difficile de dire des catholiques en disant les catholiques, ils croient à ça. En fait, nous voyons les choses beaucoup, comment dire, chacun dans sa boîte, on va dire, en France. Parce qu'au Brésil, c'est beaucoup mélangé. On peut être dans une église luthérienne et avoir des pensées très évangéliques ou des pratiques très évangéliques, mais même occultes. Ou même de pensées un peu mystiques. Ça, c'est très fort. C'est très mélangé au Brésil. Donc, le syncrétisme est quelque chose qui, dès la colonisation, comme je vous avais dit tout à l'heure, cette domination, elle a donné cette place au syncrétisme. Les Africains, quand ils sont arrivés, ils étaient interdits de pratiquer leur religion qu'ils pratiquaient en Afrique. Donc, au Brésil, ils ont décidé, bon, comment on va faire
Parce que s'ils niaient leur foi, s'ils niaient pas leur foi, on va dire, ils pourraient être bien punis pour ça. Donc, ils ont essayé de trouver et de faire, comment dire, de repères de sa religion ou de ses croyances en Afrique aux croyances catholiques, aux croyances catholiques à l'époque. Donc, par exemple, c'est très commun des noms de saints brésiliens avoir un repère dans, par exemple, les religions africaines que nous avons au Brésil, qui maintenant sont vraiment brésiliennes, comme Umbanda, Candomblé. Donc, ils ont fait Nossa Senhora, que c'est Notre-Dame. Facilement, nous allons trouver un personnage ou Iemanjá. Une entité religieuse africaine, par exemple. Voilà. Donc, ils ont trouvé un moyen de exercer sa religion, mais en cachant un peu sa religion, en mélangeant ce qu'ils croyaient avec les croyances catholiques, par exemple. Une autre chose sont les néopentecôtistas, ça veut dire les nouveaux pentecôtistes, qui c'est aussi sont des églises protestantes, qu'on va dire, il faut dire, et qui sont très accentués au comment on peut dire ça, à expulsar demônios. Ah oui, l'expulsion des démons. À chasser des démons, aussi très attaché à la théologie de la prospérité. Donc, si nous sommes pauvres au Brésil, ça veut dire que nous sommes punis par Dieu ou qu'on n'a pas beaucoup de foi, par exemple. Donc, il y a une théologie très, très spécifique dans le néopentecôtiste. Donc, il y a beaucoup d'églises qui mélangent aussi des autres religions un peu, qui parfois c'est même compliqué de vous expliquer. De vous expliquer. Voilà. Peut-être qu'après, il y a des personnes qui peuvent nous aider. Questions. Ça, c'est une information importante qu'on pense de vous parler pour faire ces repères avec surtout les discussions qui sont très récentes, courantes en France en ce moment. On parle toujours de la laïcité. Et on voit que dans le pays ici, il y a presque cette guerre au niveau public de faire comprendre la laïcité comme quelque chose qu'on voit, qu'on va pas vivre la foi dans l'espace public. Au Brésil, nous sommes aussi un pays laïque. Il faut dire que nous sommes devenus un pays laïque avant vous encore. Donc la loi qui a fait le Brésil, donc séparé de l'Église catholique portugaise, est passée avec la Constitution, donc après la République en 1890, et donc 15 ans avant vous. C'est très intéressant. Et mais en même temps, et c'est ça que je crois que c'est la grosse différence de vivre la laïcité au Brésil et en France, ce que, bon, déjà nous avons au moins à partir de ces recensements que vous avons montrés à partir de 2010, que 92% des Brésiliens se disent des gens avec des croyances. Donc, soit, comme nous avons montré, la grosse majorité des chrétiens, bien sûr, mais il y a des autres croyances, comme Marianne a parlé aussi. Donc, ça veut dire que seulement 8% de la population va se dire, je sais pas, athée, agnostique, quelque chose de ces genres. Et donc, finalement, on a cette compréhension que l'État, oui, il est laïque. On ne va pas faire des lois, on ne va pas faire des demandes au niveau de la société, au niveau de religion, attacher à une religion spécifique, mais en même temps, les êtres, les citoyens, ils sont des êtres religieux. Et donc, avec ses croyances, et donc confesser sa foi dans l'espace public, c'est pas un problème. Donc ça, c'est notre compréhension de pouvoir vivre la laïcité. C'est vrai qu'il y a des abus parfois, oui, il y a des abus. Donc aujourd'hui, on va pas beaucoup développer ça parce que c'est très complexe. Mais il y a beaucoup des évangéliques qui sont liés à la politique. Et donc parfois, ça donne des choses qui sont pas très très cool. Ouais, et parfois ils vont interdire de loi, d'avancer des lois parce qu'ils disent qu'ils sont pas dans la loi de Dieu. Oui.
Et il y a énormément de choses qui se passent, qui avancent pas, parce que les politiciens, les politiques chrétiens, parce que nous avons même un groupe des... Il y a un front des pasteurs évangéliques qui sont soit des députés ou sénateurs. Voilà. C'est pas qu'ils vont parler au nom de l'Église en soi, mais tout le monde savent qu'ils sont des évangéliques. Et donc, parfois, ils prennent des décisions ensemble pour faire avancer ou soit pour faire stopper des projets de loi. À partir de ces croyances. Oui, à partir de ces croyances. Donc, être protestant au Brésil, tout d'abord, protestant, ça veut dire je suis pas catholique. Je suis chrétien, mais je suis pas catholique. Et on peut même dire que beaucoup des protestants au Brésil étaient catholiques une fois. Donc, il y a beaucoup de gens qui étaient catholiques qui sont devenus protestants. Être protestant, c'est ne pas être une minorité, comme en France. On dit jamais, on n'entend jamais. Et en fait, nous avons même l'impression que nous sommes plus que les catholiques, parce que nous parlons plus. Si nous regardons sur Instagram, si nous regardons la télé-réalité, si nous voyons un peu partout, nous allons avoir cette impression que les gens sont croyants et qu'ils sont protestants. Selon leur manière de parler. Parce qu'ils croient, ils disent grâce à Dieu, merci Seigneur. C'est très souvent dans leur façon de parler. Notre façon de parler. Il y a beaucoup de gens qui arrivent dans les médias et qui vont parler. Donc au Brésil, les footballeurs par exemple, ça c'est assez commun. Et donc bien sûr, vous avez vu dans les statistiques là-bas que c'est vrai que les évangéliques, nous sommes en train de grandir en nombre des chiffres. Ouais. Et nous pouvons même dire que les églises historiques comme luthériennes, presbytériennes, c'est pas la même chose qu'en France, elles sont plutôt des États-Unis, sont minorités, sont pas la majorité. Aujourd'hui, ça commence à se développer, mais elles étaient beaucoup attachées à leur tradition. Par exemple, l'église luthérienne, je parlais tout à l'heure avec quelqu'un, il y a des villes qui se passent encore des cultes en allemand. Il y a même des demandes de pasteurs qui parlent encore allemand. Donc, il y a cette réalité qui fait que ces églises, elles commencent à être moins cherchées, par les gens qui sont en recherche de la foi. Parce que c'est loin de la réalité. Mais ça commence à changer. Mais peut-être, j'ai oublié de parler au moment de parler des histoires des églises, d'arrivée des protestants au Brésil, mais c'est intéressant de penser que après l'arrivée donc des Allemands au Brésil, donc il y a eu cet envoi des pasteurs allemands pour accompagner ces personnes où les premières communautés ont été établies. Et la logique était vraiment de garder ces liens avec l'Allemagne. Et donc c'est pour ça que Marianne parle que jusqu'aujourd'hui il y a des paroisses qui demandent des pasteurs qui parlent allemand, surtout bien sûr pour les publics plus âgés, qui est des gens qui parlent encore. Mais donc c'était toujours une logique de tourner vers l'intérieur, tourner pour prendre soin de son troupeau, donc des Allemands et des descendants d'Allemands. Ouais, ils étaient aussi persécutés à une période de l'histoire. Comme j'ai dit, il était interdit de parler une autre langue, donc ils sont fermés. Donc, à partir de cela, se sont créées des écoles, des écoles confessionnelles. Il y a des écoles luthériennes au Brésil, même aujourd'hui. Donc, ça beaucoup. Seulement pour faire ces liens avec la réalité plus proche de l'Église protestante unie, donc les luthériens qui sont plus proches de nous ici, et les autres qui sont plus proches, on pense, qui sont les presbytériens. Ce sont des réformés qui sont venus des États-Unis. Donc les missionnaires presbytériens qui sont arrivés au Brésil, ils avaient une autre logique. Parce que là-bas, il n'y avait pas encore un peuple presbytérien pour prendre soin. Mais donc ils sont venus pour vraiment évangéliser. Et donc ce sont deux réalités un peu différentes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de liens avec l'église presbytérienne au Brésil. Surtout avec la fac où nous avons fait nos études.
Et donc c'est bien de voir aussi que la logique de l'Église luthérienne a commencé à changer aussi il y a 40 ans à peu près. Donc, être protestant au Brésil, c'est avoir beaucoup de réticence avec le mouvement œcuménique. Beaucoup. On a découvert l'œcuménisme en arrivant en France. Et une partie de notre travail est vraiment œcuménique. Mais ça, au Brésil, à notre fac, on parle beaucoup, on fait énormément de choses ensemble, mais c'est pas la majorité. Les gens, ils ont peur. Comme j'ai dit tout à l'heure, le syncrétisme, il fait que les gens, ils s'attachent beaucoup aux différences que les églises ont, les uns, les unes, avec les autres. Oui. Donc, au lieu de se concentrer à ce qu'ils ont en commun. Par exemple, cette année, il y a tous les années ce qu'on appelle campagne de fraternidade, une campagne de fraternité, qui c'est justement un mouvement œcuménique qui organise. Et je sais pas quelle était la phrase. Beaucoup du monde sur Internet était contre, non, je veux pas que mon église s'engage à des choses comme ça. Donc c'est très dommage, il y a des régions que ça marche très bien. Je pense plus au nord, mais au sud de São Paulo, c'est très très compliqué parfois. Donc, mais c'est dommage, vraiment c'est dommage. On pourrait faire mieux. Être protestant et être influencé par la théologie américaine. Ouais, ça c'est compliqué parfois. Peut-être au niveau social, parce que tout à l'heure on parlait avec madame qui habitait à Brasilia, donc à partir des années 50, le Brésil a commencé à garder beaucoup de liens avec les États-Unis de différentes façons, donc soit politique, économique et tout ça. Et au niveau social aussi, donc les Brésiliens, ils ont ces rêves, des rêves d'y habiter peut-être, donc il y a beaucoup de Brésiliens qui partent aux États-Unis. Et peut-être à cause de tout cela, aussi la littérature théologique qui arrive au Brésil, c'est des grosses majorités américaines. Donc la grosse majorité des livres qui arrivent chez nous, c'est des livres des pasteurs américains, plutôt bien sûr que la théologie anglo-saxonne de façon générale, mais des Américains plutôt. Après, par exemple, après Calvin, les seuls théologiens français que j'ai écouté parler au Brésil, c'était Jacques Ellul. Donc il y a un petit écart là. Donc, mais c'est pour vous montrer cette réalité. Et peut-être pour tout cela, le néopentecôtisme a été si influencé par cette théologie de la prospérité et tout cela, qui bien sûr est venu des États-Unis aussi. Être protestant, il y a un gros mouvement aujourd'hui, c'est les gens qui sont sans église fixe. On dit os sem igrejas, os desigrejados en portugais. Que c'est un mouvement des gens qui, malheureusement, à cause de mauvaises choses qu'ils ont vécues dans des églises, ils ont décidé de quitter l'église. Et parfois, ils cherchent pas une autre église pour avoir un temps avec les frères et sœurs, ou pour nourrir leur foi, ou pour participer à un culte. Et une autre chose qu'on n'a pas mis, c'est qu'un gros mouvement au Brésil, c'est des gens qui font des choses en ligne, même avant la pandémie. Donc, il y a énormément de pasteurs d'Internet. Donc, ces gens-là, normalement, ils sont attachés ou ils vont suivre quelqu'un en ligne. Donc, quand on était, avant de venir en France, on a travaillé dans une implantation d'église, dont nous allons parler tout à l'heure. Et après 3 ans, beaucoup, on va dire que la moitié de l'église, on était une trentaine au départ, et l'église, elle a doublé avec des gens qui étaient les sans église, qui ont venu 1-2 fois, ils ont dit, ah, c'est bien, on se sent bien là, on se sent pas très mal, donc on va commencer à venir ici. Donc il y a énormément de gens et ça devient beaucoup en ce moment à cause de mauvaises théologies, à cause de mauvaises pratiques ou expériences que les gens ils ont vécues. On a vu ça de très proche. C'est bon. Si notre pays est jeune,
ça vous dit que notre église, elle est jeune aussi. Vous avez vu, nos églises, même les plus anciennes, c'est très récent qu'elles sont au Brésil. Donc, être protestant au Brésil, ça veut dire que nous sommes attachés à une église jeune. Et même pourquoi, la majorité des églises au Brésil, elles sont créées, ou elles ont commencé, ça fait 20 ou 30 ans. Ce sont des nouvelles églises, des nouvelles dénominations. Ils sont pas tout à fait liés à une tradition. Les baptistes, oui, les églises qu'on connaît en France, oui, mais la majorité sont pas des églises attachées à une tradition ou à une théologie spécifique. Donc c'est pour ça que nous avons tout à l'heure parlé de l'église luthérienne et presbytérienne, qui sont celles qui gardent plus la théologie de la réforme protestante, mais les autres, ceux qui arrivent chaque jour, c'est que parfois il y a des disputes entre des membres des églises, donc il y a une partie des membres qui sort et qui forment une nouvelle église. Donc c'est ça que créer ces mouvements-là, il y a des gens qui sont pas attachés vraiment. Et ça veut dire que les pasteurs, ils n'ont pas forcément une formation théologique. Enfin, il y a tout ce qui va avec. Mais en même temps, c'est qu'on voit beaucoup dans ces publics chrétiens, évangéliques au Brésil, c'est que il y a cette soif de connaître la Bible pour savoir qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu, pour pouvoir appliquer ça dans sa vie. Et donc, je crois que au niveau, par exemple, de la jeunesse de notre Église, on voit qu'il y a une vraie connaissance déjà de la Bible, et ça, on peut comparer avec ce qu'on trouve en France, c'est un peu différent. Et, mais en même temps, nous avons beaucoup, peut-être ça c'est une partie du peuple brésilien, qui attend que les réponses viennent de l'extérieur. Donc il n'y a pas trop ce travail de réflexion. Ça peut-être on trouve plus chez les luthériens et les presbytériens, donc qui ont une foi plus proche de nous en Europe. Mais sinon, il y a des gens qui attendent que le pasteur va me dire qu'est-ce que je dois faire. J'ai un problème dans ma vie, donc je vais à l'église, j'écoute, j'entends le pasteur parler, il va me dire qu'est-ce que je dois faire. Donc il y a beaucoup ça. Et parfois, nous tombons à des choses très moralistes en disant ce que je dois ou pas faire. Les gens, ils attendent ça. Parfois, c'est la difficulté d'être pasteur. Je peux dire parce que c'était mon expérience. Parce que les gens, parfois, ils venaient parler avec moi et ils demandaient des réponses. Ils disaient, mais je dois faire quoi? Je sais pas. Je veux pas dire. Et en fait, c'est ça. Ils attendent de gourous de la foi. Un peu. Pas tout le monde, on ne peut pas généraliser, mais c'est un peu culturel. Après, on peut dire aussi que être protestant évangélique au Brésil est être engagé dans l'Église. Donc où les choses marchent bien, donc où il y a ce travail de formation, on parle beaucoup de faire des disciples au Brésil. Donc les gens deviennent vraiment engagés. Donc il y a plusieurs projets sociaux. Dans les quartiers plus défavorisés, par exemple, qui sont menés par les églises protestantes, là-bas où l'État il fait rien. Donc il y a beaucoup d'églises parfois qui font ce travail auprès des plus pauvres. Par contre, parfois c'est difficile de comprendre la foi comme quelque chose de plus global au niveau de notre vie tout entière, en disant que, ok, on s'engage à l'Église, mais on s'engage au niveau de la société aussi. Qu'est-ce que l'Église peut servir la société? Donc parfois, il n'y a pas beaucoup cette réflexion. Parfois, on trouve des gens qui vont à l'Église 2-3 fois par semaine, mais qui restent toujours attachés avec les activités à l'intérieur, mais pas beaucoup attachés à la discussion, aux discussions qui se passent autour de la société, par exemple. Ouais, par exemple, les questions écologiques. L'église au Brésil, elle s'engage très peu, à mon avis, à ça. Les choses des droits de l'homme. Oui, de l'homme, même des femmes, des homosexuels. C'est quelque chose qui, l'église, elle s'engage pas trop au Brésil. Mais en même temps, le travail à l'église, c'est une priorité. On peut facilement trouver des gens que si on dit on va faire telle chose, il y a toujours des volontaires. Au moins c'était un peu notre expérience.
Et donc ils sont disponibles pour venir, pour être à l'église, mais pas trop à faire d'autres choses et d'autres engagements. Nous arrivons à la fin. On n'a pas trop de choses à dire. Bon, les protestants, ils n'ont pas peur de confesser sa foi. En fait, ils pensent que quand on parle, nous avons le droit de dire ce que nous croyons, et aussi c'est une manière de témoigner. Donc les protestants, ils vont toujours parler qu'ils sont protestants. Au contraire des catholiques, parfois s'ils sont pas trop engagés, ils vont pas trop dire. Mais les protestants, ils vont dire, ah non, je suis protestant, je vais à cette église, je crois en Dieu. C'est pas difficile de trouver des gens qui parlent de ça, de sa foi. Donc, une autre chose qui est très remarquable, c'est que surtout dans les églises protestantes évangéliques, plus que l'église catholique, c'est vraiment de vivre sa foi d'une façon intergénérationnelle. Donc vraiment, on trouve toutes les générations à l'église. Et peut-être c'est déjà cette compréhension qu'il faut, on a mis adapter les formats, peut-être le format de culte par exemple. C'est pas qu'on va faire toutes les activités séparées, donc les petits vont ici, les ados vont là, les jeunes adultes vont là-bas. Non, on essaye de faire tout ensemble pour tout le monde et généralement avec les cultes bien sûr et après les autres activités. Donc, comme Marianne a parlé, par exemple, l'utilisation d'Internet pour nos églises, c'est pas une chose nouvelle. Donc, même avant la pandémie, il y avait des églises qui faisaient déjà des transmissions en ligne de leur culte, par exemple. Mais il y a aussi l'église, les activités, elles sont pensées à toutes les générations. Donc, à la paroisse où on était avant de venir en France, beaucoup de familles sont arrivées, elles demandaient la première chose, est-ce qu'il y a des activités tous les dimanches pour les enfants? Et ça, c'est normal. Il faut avoir des activités tous les dimanches pour les enfants. Et ça, les familles, elles vont venir pour ça. Et donc, j'avais dit que l'église, les membres, ils ont doublé. C'était aussi grâce à ça, parce qu'on faisait des activités pour les enfants. C'était facile pour les parents de venir au culte tous les dimanches. Les ados également. Donc, il y a des paroisses qui sont reconnues pour le bon travail qu'ils font avec les enfants, parce qu'au Brésil, c'est un peu différent d'ici. Nous avons tous les dimanches l'école du dimanche, qu'on appelle les cultes pour les petits. Et donc, les parents, ils cherchent ça pour ses enfants, et donc, ils viennent avec toute la famille grâce à ce type de travail. Et aussi, c'est normal les protestants de partager leur foi avec ses enfants. C'était une chose différente qu'on a trouvée en France, c'est que parfois les parents, ils laissent pour partager sa foi ou pour parler de foi quand ses enfants sont déjà ados. Au Brésil, ils parlent de leur foi et les enfants vont à l'église dès qu'ils sont petits. C'est quelque chose de très naturel. Ils même apprennent les enfants à prier, ouais. Et spontané, comme ça, depuis tout petit. Et pour finir, oui, on peut être impliqué à ces mouvements d'implantation, des nouvelles églises. Donc, cette idée, par exemple, d'être missionnaire, on n'a pas besoin d'aller de l'autre bout du monde pour être engagé dans la mission de Dieu, par exemple. Et donc, implanter nouvelles églises, c'est cette façon d'évangéliser. Voilà. Conclusion. Donc donc la conclusion, c'est vraiment de vous dire que c'est que un petit partage de notre expérience, notre vécu, et nous ne sommes pas des experts, on vous répète ça. Mais avec tous ceux que nous avons déjà vécu en France, on voit que on peut faire beaucoup de choses ensemble et ça nous réjouit beaucoup. Vraiment, ces partenariats qui est là, il est bien arrivé, donc nous avons beaucoup de potentiel pour les années à venir. Nous sommes très contents et nos missions